à toi, Gontran! Aujourd'hui, on va commencer par un petit jeu rigolo et très simple. Mais juste avant, et comme d'habitude, le meilleur conseil de ta journée. Si tu as n'importe quoi de mieux à faire là maintenant que de regarder une vidéo sur YouTube, tu fous le camp. Et tu vas faire ce qui t'est vraiment utile, ce qui te servira à toi. Allez, go! Allez, t'as la patate, tu peux le faire, vas-y mon champion! Toujours là? Ou de retour peut-être? Ok, alors on y va. Lançons notre petit jeu. Essaye de bien le faire. Hein. Il te suffit de ne pas penser à une vache verte. Ça va? Tu réussis? Il n'y a plus d'image qui a pop dans ta tête, hein? Très bien. Eh bien, il te suffit de ne jamais penser à cette vache verte pendant que la vidéo se déroule et tu gagnes. J'espère que tu n'y repenseras pas une seule fois plus tard non plus d'ailleurs. À chaque fois, sinon ce sera plus un. Comme tu t'en doutes, parce que là j'ai fait preuve de la légendaire finesse de la baleine obèse morbide, et j'espère vraiment que là t'as pas l'image, et aussi un peu parce que c'est dans le titre de la vidéo, on va faire jouer pour nous quelques biais cognitifs, quelques biais inhérents à la construction de l'immense majorité des cerveaux humains, des biais qu'on peut utiliser sciemment pour orienter une discussion, pour que les conclusions des autres aillent dans notre sens, mais aussi, on va étudier quelques faiblesses classiques de toute argumentation, des faiblesses structurelles et par essence indépassables, et apprendre à les utiliser. D'ailleurs, j'ai dit qu'on allait voir ici comment avoir toujours raison. J'ai menti, on va faire mieux. On va même voir comment avoir raison alors qu'il n'y a même pas encore de débat. Allez, c'est cadeau, on va même aborder quelques pistes pour positionner une idée ou deux dans la tête des gens, même malgré eux. En revanche, et il faut en avoir conscience tout de suite, l'art d'avoir toujours raison ne peut être qu'un acte de l'apparat, et sauf à l'étudier pour lui-même, jamais une des méthodes qui le permet ne porte en elle le potentiel de nous amener, nous ou nos interlocuteurs, un peu plus près du réel, un peu plus près de la vérité. En les appliquant mécaniquement, vous n'en sortirez pas grandi, seulement gagnant, même si je sais que ça suffit à beaucoup. Je vais commencer par vous raconter une histoire vraie, une histoire personnelle, un truc qui m'est arrivé lors d'une soirée à table avec un pote. Je vais préserver son anonymat, et ici on va l'appeler Mathias. On discutait d'un sujet de science, que j'ai zappé d'ailleurs, mais c'était un de ces sujets pas vraiment intuitifs. Et Mathias, c'est un mec joueur. Il aime se faire les dents quand il discute avec d'autres personnes pas trop bêtes, en tâchant de les mettre au tapis par l'exercice de la rhétorique. Bon, lui bien sûr, il dit juste qu'il déconne. Hein. Bref, bien formé en sciences, je défendais mon truc, et lui, il m'a demandé de le démontrer. Puis, quand je fournissais ce que je considérais être une preuve, à chaque fois, il me demandait de la justifier elle. Du genre, oui, mais comment tu peux en être sûr? Tu n'as pas fait l'expérience toi-même, en fait, tu t'es juste un mec qui fait confiance aveuglément parce qu'on te l'a dit à la fac. Sans le savoir, il m'a amené sur ce qu'on appelle un trilemme d'Agrippa. À l'instinct, il a un très bon instinct. Ça n'a pas manqué, hein. Un peu plus tard, j'ai pété un câble. Aux yeux de tous, clairement, à cet instant, j'avais perdu le débat. Soyez rassurés, notre amitié compte plus pour lui qu'avoir bêtement raison, et il a convenu qu'il m'avait titillé par jeu et qu'il était en fait d'accord avec moi. On avait rejoué du Platon au XXIe siècle finalement. Pourtant, cette histoire m'a marqué et m'a appris un truc très important. Même un scientifique ne peut pas être crédible lors d'un débat sans savoir un minimum de choses sur l'art du débat, sur la rhétorique. Il doit pouvoir relever les sophismes qu'on utilise contre lui quand il y est confronté et mieux, connaître les limites du champ même des connaissances. Il doit se faire aussi épistémologue que possible. Pour le dire simplement, il doit être humble et parler d'efficacité plutôt que de parler de vérité, d'absolu. Il doit se faire philosophe plutôt que savant. Sinon, les Mathias vont le niquer. On oublie cela trop souvent, alors que ça crève les yeux. L'argumentation ne sert principalement pas à convaincre, mais à se jauger, à dominer les autres avec plus ou moins de subtilité. Souvent, l'argumentation relève plus du jeu social que du jeu de la vérité. Voyons ensemble comment ne plus se faire avoir en repérant les plus importants de ces arguments ou démarches fallacieuses, ou, selon vos objectifs, comment vous les appropriez. Serez-vous le savant ou le commercial? Je vous rassure, il n'y a pas à choisir en réalité, vous pouvez tout à fait être les deux. On va commencer avec les deux limites épistémiques de base, les failles inhérentes à toutes les constructions intellectuelles, celles auxquelles même les mathématiques sont soumises. Et non, je ne parlerai pas ici de Gödel, rassurez-vous. Vous soyez déçus d'ailleurs. Numéro 1. On ne peut que construire au mieux sur des briques de base indémontrables. Si on vous demande de donner la preuve de quelque chose, on peut ensuite vous demander la preuve de la preuve, et ainsi de suite. À un moment donné, vous allez nécessairement vous baser sur une prémisse indémontrable. Une des briques de base de l'édifice qui soutient votre pensée. Les mathématiciens les appellent des axiomes. Essayez. Prouvez-moi par exemple que Michael Jackson est mort. Dites-moi comment vous l'avez su, et comment vous savez que c'est vrai, et ainsi de suite. Et voyez à quel point on construit en réalité la plupart de nos connaissances sur du sable. En réalité, on ne peut avoir que 3 fins possibles à une telle démarche. Soit en boucle, c'est un raisonnement circulaire, soit on s'arrête net sur une des briques qu'on ne démontre pas, c'est un raisonnement axiomatique, ou alors on ne s'arrête jamais, c'est alors une régression à l'infini.
vous tomberez nécessairement sur l'une ou l'autre de ces trois-là. C'est ce qu'on appelle le trilemme d'Agrippa. Ça aura conduit cet homme, Agrippa, à affirmer qu'aucune connaissance n'est possible, que toutes se valent de fait, puisqu'aucune ne sera jamais démontrée pleinement, rigoureusement. On parle d'acatalepsie pour ceux que ça intéresse. Quelle est la réponse qu'on vous amène là-dessus ? Premièrement, dites que vous savez que ça existe. Moi, à l'époque, je ne le savais pas. Et deuxièmement, surtout, parlez d'efficience de votre démarche. Oui, à terme, c'est indémontrable rigoureusement, comme toute chose. Mais penser comme ça donne de meilleurs résultats qu'autrement. Il s'agit de comparer les différences d'empire que cela apporte sur le monde, et idéalement de les quantifier. Vous pourrez ruminer ça longtemps. Personnellement, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Mais je suis ouvert en commentaire si vous en avez. Seconde faille absolue des démarches intellectuelles, le problème de la définition. Votre adversaire prend le pas sur vous ? En fait, vous étiez d'accord avec lui depuis le début. C'est juste que vous n'aviez pas compris qu'il entendait tel mot ou tel concept de cette façon-là. Et hop, je retombe sur mes pattes. D'ailleurs, je ne suis même pas tombé, personne ne m'a vu. C'est plus dur à justifier à l'écrit, quand la mémoire de ce que vous dites est préservée en l'état. Mais ça fonctionne le plus souvent. Et si la défense ne fonctionne pas, vous connaissez l'adage, on peut employer l'attaque. Même un mot aussi bête que le mot chaise. Dès lors qu'on cherche toujours des exceptions, finit par ne plus être définissable, finit par être vidé de son sens. Essayez, vous-même, avec un ami ou un conjoint. L'un de vous explique ce que c'est qu'une chaise, et l'autre trouve un ou des contre-exemples. Et voyez où vous finissez. Rire et incrédulité assurée. Je rappelle au passage que si vous ne faites pas les choses, elles ne prennent pas de sens de façon palpable pour vous. Elles n'ont pas cet aspect de réalité. Donc vous le retiendrez mal, ou tout simplement vous ne les retiendrez pas. Je vous engage vraiment à faire les choses, à faire cette expérience. Une fois cette fameuse expérience de la définition de la chaise acquise, vous pourrez alors vous poser en philosophe et dire « Même une chaise possède un sens profond et insaisissable ». Puis vous pourrez vous masturber avec frénésie, comme c'est bien connu, le font tous les philosophes. N'est-ce pas là un programme excitant ? Ou alors, on va se rappeler qu'on n'emploie jamais un mot hors sol et que dans un contexte donné, un mot est souvent assez transparent. Peu importe qu'il soit ou non définissable strictement, s'il est utile et efficace, le concept qu'il supporte doit être reconnu pour ce qu'il est, un outil. Ne soyez pas bête à bouffer du foin. Quand quelqu'un vous dit chaise, il part du principe qu'il va parler d'un truc sur lequel s'asseoir de façon individuelle. Et tant pis pour la part d'imprécision que cela comporte. Même remarque pour les Precision Girl and Boy, si la précision du mot que tu viens d'employer ne sert à rien pour aider dans le contexte, c'est pas la peine de reprendre les gens et de te croire malin derrière. Pour le camp d'en face maintenant, si le mot plus précis qu'on vient d'employer devant toi permet de mieux s'exprimer en contexte, de faire gagner du temps et de faire avancer les choses, c'est pas du pinaillage. Le vocabulaire, ça sert vraiment. Et non, on s'en fout pas. La réalité, c'est que le plus souvent, on arrive à se comprendre que parce qu'on parle vite. À présent qu'on a en tête ces deux failles, le trilemme d'Agrippa et le problème de la définition, on va passer au problème, non pas issu du fonctionnement du logiciel, mais du logiciel en lui-même. On va discuter de quelques biais cognitifs utiles à connaître. Des biais hérités d'un rapport efficacité-coût énergétique calculé par l'évolution. Une évolution qui est dans un passé qui colle plus vraiment à notre monde moderne. Bon, il en existe tellement que je ne vais certainement pas essayer d'être exhaustif, mais j'espère que les quelques-uns dont je vous parlais ici vous donneront envie d'aller en chercher d'autres et donc de vous les approprier. Rappelez-vous, faites vous-même, appropriez-vous davantage. Un premier, le biais d'ancrage. Le résumé est le suivant. Le premier qui dit un chiffre oriente le débat. Je passe sur notre cerveau pseudo-bayésien qui va considérer l'importance de ce point de départ, et on va directement à l'application. Tu négocies une maison, donne un prix qui t'arrange en premier. Le biais d'ancrage fait qu'on va être influencé par ce nombre, même quand il est irréaliste. On a demandé par exemple à des gens d'estimer la taille des baleines bleues, directement, à l'instinct. Et à d'autres, on leur a demandé d'abord si elles étaient plus grandes qu'un mètre, puis d'estimer cette taille à l'instinct. Les résultats sont sans appel. Les tailles proposées par le second groupe, le groupe test, sont plus faibles que pour le groupe témoin. Cette taille pourtant ridicule d'1 mètre pour une baleine a bien influencé leur conclusion. Allez, un autre. L'effet de halo, aussi appelé biais de contamination. On peut le résumer comme ça. On prête instinctivement à une personne qui présente une qualité particulière dans un domaine donné, d'autres qualités dans d'autres domaines alors qu'on ne les a jamais vérifiées. Même dans des domaines non connexes, par exemple celui des qualités morales. C'est inverse si votre impression de départ est celle d'un défaut. Les personnes belles sont considérées comme plus gentilles et intelligentes par défaut, par exemple. Il vaut donc mieux ne pas être moche, étant donné la réciproque. Autre exemple, quelqu'un qui en réussit dans un domaine va être demandé pour traiter d'autres cas où il n'est pourtant pas expert. C'est là le biais, à la base de ce qu'on appelle des arguments d'autorité, faire sortir les gens de leur domaine d'expertise et les utiliser comme autorité dans un débat. Si vous rencontrez des gens, la première impression compte.
S'il y a un domaine où vous êtes compétent, mettez-le subtilement en avant et avec modestie, ça aidera pour tout le reste. Aussi, cet effet de halo joue même selon l'entourage. Si vous côtoyez des gens reconnus comme respectables, vous le serez aussi par contamination, et inversement. Cela nous ramène à l'idée de l'importance de la validation sociale, si chère à l'humanité. Si on entend dire que certaines femmes estiment que tel homme, même lambda par ailleurs, est intéressant, ou même beau, ce qui, j'en conviens, peut aussi le rendre intéressant d'un certain point de vue, eh bien, il le saura bien plus que si cette information n'était pas connue. Utiliser quelqu'un pour dire du bien de vous auprès d'une personne d'intérêt, même si c'est un peu forcé, même si c'est pas très fair-play, c'est efficace. Vous comprenez par là même l'intérêt de la calomnie. Elle constitue une dégradation globale, une dégradation qui agit par contamination, alors même que vous n'avez attaqué qu'un seul point. Je m'arrête là pour les biais cognitifs. Allez voir ma vidéo précédente si vous souhaitez entendre parler de 2 autres. Oui, je fais ma pub, mais il faut bien vivre, et je tiens à ma rétribution actuelle de 0 € par vidéo. J'espère la multiplier rapidement. Pour finir, on va parler un peu des cartes mentales et de l'utilité des champs sémantiques. On ne sait jamais, ça peut même vous servir sur le plan de la séduction. Il y a les mots, il y a l'aura des mots. On a mené une expérience avec 2 types de coussins que devaient manipuler des cobayes humains pour, soi-disant, ce qu'on leur a dit, en tester les qualités. À la fin de l'expérience, on leur faisait remplir un petit questionnaire bidon et on les confrontait à un choix. Choix numéro 1, un cadeau à noter pour vous. Choix numéro 2, un autre à noter pour un ami. Et ils devaient repartir avec un seul. Les coussins étaient soit froids, soit chauds qu'on leur avait présentés. Et bien dans le premier cas, celui du coussin froid, plus de gens prenaient le cadeau pour eux. Dans le second, davantage celui pour un ami. Les idées et les sensations colonisent et orientent nos cartes mentales. Ces liens qu'entretiennent de façon invisible, inconsciente, les concepts qui vivent dans nos crânes. Si vous parlez d'une soirée brûlante avec une énergie bouillonnante à quelqu'un, vous avez plus de chances de l'amener sur le registre d'une possible amitié qu'en racontant votre fameux hiver passé en Scandinavie dans une nuit noire et longue. J'exagère ici, car les choses ne sont bien sûr jamais si binaires, mais vous devez essayer de créer un faisceau d'indices convergents en direction des territoires qui jouxtent les idées que vous souhaitez voir s'exprimer chez les autres. C'est ça la subtilité. Une façon d'y parvenir, c'est d'employer des mots proches des idées recherchées, ou dont la polysémie peut vous prêter main forte. Prenons le cas d'école de la recherche d'une relation romantique. Si vous n'instillez pas l'idée d'une possible entente horizontale, si vous ne sexualisez jamais, l'idée ne viendra peut-être pas en face. Alors parfois, même si elle vient, la personne n'est pas ok. Sexualiser ne fera jamais tout. Bon, évidemment, si vous demandez simplement « Bah, tu ne suces pas ta cuillère, le dessert ne t'a pas plu autant que je l'aurais espéré », en pensant que le terme sucer peut sonner d'une autre façon, ok, vous avez raison, vous avez ciblé la polysémie et son utilité. Il faudra juste être un peu plus subtil. Et n'oubliez pas, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Comment ça n'a aucun rapport ? C'est vrai, mais c'est couillu de me parler comme ça quand même, et de toute façon, je ne vous entends pas vraiment crier depuis l'autre côté de votre écran. On peut s'exprimer autrement que comme des animaux. Enfin, il nous reste la technique ultime à présenter, celle qui allie la noblesse à l'efficience, qu'on appelle l'entretien épistémique. Demande à l'autre de t'expliquer pourquoi il pense ce qu'il pense. Ne le fais pas pour remonter le fil et le mettre devant un trième d'Agrippa, mais demande-toi quelle brique morale noble supporte ces idées. Il y en a toujours une. L'égalité, la liberté, le courage, l'amour peut-être. Trouve cette motivation noble chez ton interlocuteur et permets-lui de se donner raison en lui expliquant qu'en le faisant, il renforce cette valeur précise. Vaccine-le en lui donnant la façon de justifier auprès des autres et auprès de toi, avec noblesse, son changement de point de vue. Et tu tiendras là l'une des meilleures façons d'avoir raison. Mieux, l'une de celles qui permet de persuader vraiment, de changer les actes de quelqu'un. C'est la meilleure clé que je puisse te donner ici. Bon, j'ai dit en début de vidéo que ces méthodes éloignent de la vérité. C'est vrai. Bon, si tant est qu'il y ait une vérité, si tant est qu'améliorer notre empire sur le monde soit le signe d'un pas de plus dans cette direction, et ça c'est loin d'être consensuel, mais je m'égare là. D'accord, ces méthodes éloignent de la vérité. Mais on pourrait penser que les connaître nous en prémunissent. C'est faux. Nos biais cognitifs font tellement partie de nous, de notre structure même, que savoir les percevoir, quand d'autres les emploient, ne vous permettra pas de vous en défaire vraiment. Jamais. D'accord, les limiter un peu, c'est déjà pas mal, et de toute façon, c'est le maximum auquel nous puissions prétendre. Autant prétendre à ça. Vous l'aurez compris. Il existe de nombreuses philosophies, de nombreux paradigmes, et la catalepsie de mon ami Mathias en est seulement un exemple, qui permettent de confronter les idées des autres à leurs limites. Il suffit ensuite d'affirmer que comme l'autre ne parvient pas à tenir la rampe, c'est qu'on la tient mieux que lui, et c'est gagné. Ne l'oubliez jamais. L'argumentation fait bien plus office de démonstration de taille de pénis intellectuelle, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'espère avoir vraiment bien argumenté dans cette vidéo, qu'à construire un édifice qui nous élève vers le ciel de la vérité.
L'argumentaire est un bras de fer bien plus souvent qu'un pont entre nous et le ciel des idées. Attachez-vous donc autant que possible à distinguer les deux, même si en pratique, c'est bien là la chose la plus difficile. Pour moi, c'est d'ailleurs le meilleur indice d'à quel point c'est important, puisque vous le savez, rien de ce qui a vraiment de la valeur pour nous ne s'acquiert sans effort. On y est. Je sais bien sûr que je devrais le dire plus tôt dans la vidéo pour faire comme tout le monde, et surtout parce que c'est ce qui marche, mais si ça vous a plu, un petit clic sur le pouce en l'air juste en dessous, et un petit commentaire pour m'aider ou me remercier, il paraît que ça se fait quand on a apprécié un truc. En plus, vous seriez parmi les premiers à m'aider à avancer, futur vrai quoi. A défaut, n'oubliez pas de ne pas vous abonner et de ne pas mettre la cloche parce que c'était l'une des pires vidéos que vous ayez vues de votre vie, et ragez fort en commentaire. Pour ma part, en attendant de vous retrouver, je vous dis à très bientôt sur Dualité. Alors finalement, tu as accumulé combien de points vache verte pendant cette vidéo ? J'espère vraiment que tu ne vas plus penser à ça aujourd'hui. Sinon, reviens me maudire en commentaire plus tard. D'ailleurs, elle a quelle tête la tienne quand y penses ? Elle est comment ? Oui, moi aussi il y a eu Autokill, qu'est-ce que tu crois ? J'en ai une description maintenant. Tiens, ça me rappelle la vidéo sur les faux souvenirs et la manière de les fabriquer.